Alors, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler, dans la continuité de ce qui a été raconté depuis le début de cette journée, euh, comment aujourd'hui on peut optimiser l'expérience utilisateur, sur quels outils on peut s'appuyer pour créer des expériences sur mesure. Alors, c'est une présentation, je ne vais pas avoir autant de chiffres que les autres présentateurs, je n'ai pas non plus de GIF. Mais en revanche, j'ai des cas concrets parce que je pense que pour bien expliquer ce qu'on peut faire aujourd'hui, il faut voir ce que d'autres acteurs font. Il y a des best practices qu'on peut récupérer un peu partout. Pour vous expliquer aussi la raison pour laquelle je suis ici, donc Chameleon est une société qui est pionnière dans les pratiques d'optimisation de la conversion et de l'expérience utilisateur. On existe depuis 7 ans maintenant, on est français, et cette courbe représente assez bien l'adoption des techniques d'optimisation qui existent aujourd'hui. On a plus de 300 références clients. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, la personnalisation, l'expérience utilisateur touche vraiment tous les secteurs. Pas seulement le e-commerce, même si c'est dans ce secteur que ça s'est illustré d'abord, avec des acteurs majeurs aujourd'hui comme Auchan, comme Darty ou encore la Fnac. Aussi dans le travel, on accompagne aujourd'hui des clients comme Club Med, Promo Vacances, Best Western ou encore Voyage Privé. Et dans les médias, François en parlait à l'instant, Eve aussi ce matin, effectivement les médias ont été assez bouleversés au cours des dernières années par l'arrivée du digital. Et intéressant de voir ce que des acteurs comme Le Figaro, Le Monde ont mis en place en fonction de la compréhension qu'ils avaient des besoins et attentes de leurs différents segments de visiteurs. Dans les services comme Mythique, Page Jaune ou encore Se Loger, et également dans tout le secteur bancaire et assurance. Alors, je vais juste vous donner 3 chiffres pour vous expliquer un petit peu pourquoi l'optimisation de l'expérience utilisateur n'est plus une option aujourd'hui. Et le premier, pour rebondir sur ce que disait François à l'instant, c'est 75%. Pour 75% des visiteurs, lorsqu'ils arrivent sur un site et que le contenu ne leur correspond pas, le site ne leur plaît pas, ils partiront. Ils iront acheter à la concurrence. Et on est tous internautes ici, on s'en rend bien compte. On a changé dans nos comportements d'achat, dans nos modes de consommation de contenu. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que ce sont les contenus longs ou courts qui plaisent le plus. Ce qui est important de constater, c'est qu'il y a différents types de contenus qui vont correspondre à différents types de besoins. La deuxième stat que je vais vous donner, c'est une stat de Gartner cette fois-ci, qui mettait en avant le fait que pour 89% des entreprises, la personnalisation de l'expérience utilisateur sera le principal avantage concurrentiel. C'est une stat de l'année dernière, on est en 2017 maintenant, et on le voit tout de suite sur le terrain puisque il y a maintenant déjà plus de la moitié des marketeurs qui font de la personnalisation. Alors, c'est très bien de parler optimisation de l'expérience utilisateur, mais juste techniquement comprendre comment ça marche. Ce qu'on vend, c'est de l'agilité, c'est-à-dire la capacité de créer des expériences sur mesure sans contrainte des équipes IT. La façon dont ça marche, c'est que vous allez avoir votre site internet qui est composé d'un back-end et d'un front-end sur lequel vous allez installer un tag, une ligne de script JavaScript, directement dans le header du site, qui va fonctionner comme un calque au-dessus de votre site et à partir duquel vous allez pouvoir monitorer toutes les évolutions que vous voulez apporter à votre site internet sans contrainte technique, c'est-à-dire que, sans rentrer trop dans le détail, on pourra avancer là-dessus dans les questions ensuite si vous le souhaitez, vous allez avoir un éditeur graphique et si vous voulez modifier un texte, cibler une typologie de visiteur, un segment de visiteur en particulier, vous pourrez le faire directement depuis un éditeur graphique qui se posera sur votre site. Alors, quand on parle d'optimisation, il faut comprendre qu'il y a 2 pratiques qui sont complémentaires, dont les objectifs sont différents, que vous allez pouvoir utiliser différemment. D'un côté, vous allez avoir l'A/B testing, je suppose que c'est un terme que la plupart d'entre vous connaissent maintenant, qui vous permet de trouver le meilleur compromis pour l'ensemble de votre audience d'un point de vue ergonomique. Alors c'est une méthode qui est une méthode mathématique, statistique, qui fonctionne toujours de la même manière. Vous allez partir d'un constat, d'une partie de votre site, ça peut être une home page, ça peut être un tunnel de conversion, vous constatez que les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous, les conversions sont relativement basses et on peut en obtenir plus. Vous êtes tous très intelligents, vous êtes des marketeurs, vous allez réfléchir à des hypothèses alternatives, mais vous avez un biais, vous êtes humain. Peut-être que pour vous, le rouge fonctionne mieux que le bleu, en réalité vous n'en avez absolument aucune idée. La meilleure façon d'en être certain, c'est encore de soumettre cette hypothèse à vos utilisateurs et les laisser choisir pour vous. Donc vous allez mettre en place votre test A/B.
l'exposer de manière aléatoire à l'ensemble de vos visiteurs jusqu'à identifier une variante gagnante, c'est-à-dire une variante dont le taux de conversion sera supérieur à l'autre. Une fois que vous avez fait ça, c'est très très simple, vous allez pouvoir rediriger 100% de votre trafic vers la variante gagnante et ainsi capitaliser immédiatement sur les gains de conversion que vous aurez enregistrés. Quand vous faites de la personnalisation, en revanche, vous n'allez pas partir de votre site, vous allez partir de vos visiteurs et de la compréhension que vous avez de leur identité, leurs besoins et leur parcours lorsqu'ils arrivent sur votre site. La première étape, ça va forcément être de collecter de la donnée. La donnée, aujourd'hui, on parle régulièrement de big data, très facilement accessible. Je vous parlais tout à l'heure d'une ligne JavaScript que vous installez dans le header du site, c'est littéralement tout ce que vous avez besoin de faire pour commencer à collecter de la donnée. Et de cette donnée, l'analyse va vous permettre d'identifier des segments de visiteurs différents. MC parlait ce matin de persona, c'est exactement ça. Vous pouvez par exemple découvrir que j'ai des utilisateurs étrangers qui convertissent moins bien que la moyenne de mon site, ou encore des hommes de moins de 30 ans qui seraient venus sur une catégorie de produits particulière sans convertir. Une fois que vous avez identifié ces différents segments, vous allez pouvoir réfléchir à des expériences qui leur seront propres, qui vont vous permettre d'augmenter les conversions, d'augmenter votre volume de vente, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Si on reprend l'exemple des utilisateurs à l'étranger, peut-être qu'un bandeau leur expliquant que la livraison à l'international est offerte si le panier dépasse un certain montant, les incitera à devenir clients. La finalité, c'est que vous retrouvez à travailler l'optimisation par segment de visiteurs, alors que quand vous faites du testing, vous allez travailler vos visiteurs dans leur ensemble et chercher le meilleur compromis. Donc, chacune de ces pratiques ont des objectifs différents et des bénéfices différents. Quand vous faites du testing, c'est cette slide qu'il faut retenir. Vous êtes à la recherche du meilleur compromis sur l'ensemble de vos visiteurs. Vous obtenez une vérité statistique, il n'y a plus de biais humain. Ce qui fonctionne a été choisi par vos visiteurs. Et vous pouvez réduire le cycle de décision parce que vous n'avez pas besoin de passer par des process, des roadmaps complexes d'équipes IT qui sont en permanence très occupées et qui généralement, quand elles voient l'équipe marketing arriver, disent « Non, j'ai pas le temps, là j'ai un problème de serveur, on verra ça dans 6 mois ». Quand vous faites de la personnalisation, ça va vous permettre de travailler vos segments de visiteurs, les fidéliser, saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et surtout avoir un pilotage fin de la pression marketing que vous allez pouvoir avoir sur votre site. Voilà pour une première partie assez théorique. Maintenant, on va avancer vers des cas concrets. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est trouver des exemples qui soient de près ou de loin en rapport avec l'industrie du tourisme. Toutes ne le sont pas, malheureusement. Là, c'est un exemple de test AB chez un de nos clients, Renault, qui avait identifié un tunnel de conversion qui conduisait vers une demande d'essai de véhicule qui fonctionnait pas très bien. Vous pouvez le voir dans la version A, l'original, tout à gauche. Process très long, 5 pages, beaucoup de questions absolument inutiles à ce stade de la relation que Renault a avec son prospect. Donc les équipes marketing Renault ont réfléchi à 2 alternatives. On réduit ce formulaire, on passe sur une seule page, on se concentre sur les questions qui sont les questions essentielles, avec une petite variante entre la version B et la version C, c'est que dans la version B, c'est le visiteur qui va choisir le dealer où il va aller faire son essai de véhicule, et dans la version C, c'est un algorithme qui va automatiquement l'envoyer vers le dealer le plus proche. Alors, à la main levée, selon vous, quelle est la variante qui a gagné dans ce test? Variante B, levez la main. Ok, variante C. Bravo, vous avez raison, c'est effectivement la version C qui a gagné. Pour ceux qui pensaient que c'était la version B, bon, il y a eu un gain de conversion, mais si vous l'aviez fait sans faire du testing, vous n'auriez pas été au maximum du potentiel qu'offraient vos visiteurs. Autre exemple de test AB, donc là on est chez Le Routard, donc le guide du routard.com. Et comme le disaient très bien les équipes marketing du guide du routard, ils avaient une dette ergonomique assez importante sur leur homepage que vous ne pouvez pas voir à gauche. Ça fait assez ancestral aujourd'hui comme type d'ergonomie. Donc ce qu'ils constataient en regardant leur analytics, c'est j'ai un taux de rebond monstrueux sur ma homepage, les visiteurs font peu de visites, ils ne vont pas jusqu'au bout du contenu que j'ai à leur offrir, sachant que le routard se positionne en amont de la réservation du voyage. Généralement, le visiteur va aller là-bas pour regarder, apprendre sur la destination, pour ensuite aller faire sa réservation ailleurs.
puisqu'ils ont réfléchi à une variante alternative, donc une refonte complète de la homepage, que vous pouvez voir la variante B. Donc là, on passe sur quelque chose qui est plus commun, que vous avez l'habitude de voir depuis qu'Airbnb a sorti son site. J'ai une promesse, j'ai un moteur de recherche, et avec ça, ils ont pu observer une diminution du taux de rebond de 14%, plus de recherche, plus d'engagement de leurs visiteurs. C'est celle-ci qui avait gagné. Celle-là, je l'ai déjà présentée, du coup. Tac. Voilà. Quand vous allez commencer à réfléchir à bâtir vos stratégies de personnalisation, MC qui disait ça ce matin, on ne peut absolument rien faire sans stratégie, c'est vrai. Il y a 4 questions fondamentales auxquelles vous allez avoir besoin de répondre, en commençant par le qui. Quel segment de visiteurs vous allez vous adresser, persona, qu'est-ce que vous allez leur dire, où l'expérience personnalisée va-t-elle avoir lieu sur le site, et quand est-ce qu'elle va y avoir lieu, quels sont les éléments qui vont déclencher son apparition. Et je vous le disais tout à l'heure, le plus important, ça va être de collecter de la donnée sur vos visiteurs, apprendre qui ils sont, et cette collecte, vous allez pouvoir la faire, la segmenter de différentes manières. Une partie qui est de la donnée comportementale, le nombre de visites, l'historique de navigation, les parcours, quel type de contenus ont été consultés sur mon site par mes visiteurs, des données qui sont purement contextuelles, la météo du moment, la géolocalisation, si je suis à Cannes, je n'ai pas forcément le même besoin que ce matin quand j'étais à Paris. Le jour de la semaine, est-ce qu'on est le week-end, est-ce qu'on est, mercredi. Des données techniques sur la provenance du trafic. Est-ce que mon visiteur vient du search? Est-ce qu'il vient d'une Facebook Ads? Quel type de terminal il utilise? Est-ce que j'ai affaire à des mobinotes? Est-ce que j'ai affaire à des gens qui sont exclusivement sur desktop? Type de produit consulté sur mon site. Puis il y a aussi toute une brique de données, qui est de la donnée que vous avez déjà dans vos locaux, qui est la donnée que vous pouvez remonter d'un CRM, d'une DMP, qui va être une segmentation RFM sur de la CSP ou un historique d'achat en magasin. Une fois que vous aurez collecté toute cette donnée, il y a aujourd'hui des algorithmes de machine learning qui vont être capables d'identifier les segments de visiteurs les plus prometteurs. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Il faut savoir que ces algorithmes de machine learning ne vont pas remplacer le cerveau humain. C'est le cerveau humain qui va être là pour arbitrer ok, merci petit algorithme, tu peux recommander des segments de visiteurs qui sont plus ou moins pertinents pour mes objectifs. Je vais sélectionner celui-ci, celui-ci et celui-ci parce qu'effectivement, ce seront les plus gros contributeurs à ma marge. Un exemple chez Allopneu, donc qui est le leader en France de la vente de pneus en ligne. Eux, ils ont cherché à travailler exclusivement les visiteurs qui habitent dans une zone de France plus ou moins tempérée, ou en tout cas quand la température descend en dessous d'un certain seuil, les automobilistes n'ont pas suffisamment l'habitude, n'ont pas le réflexe de s'équiper de pneus d'hiver. Un risque pour leur sécurité. Donc ils ont ciblé tous les visiteurs qui se connectaient au site dans une région où la température passait en dessous de 7 degrés pour afficher une popine que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran en disant « Attention, pneu hiver égale sécurité, viens donc t'équiper ». Et en lançant cette personnalisation, ils ont constaté une augmentation de 17%, plus de 17% du chiffre d'affaires sur cette catégorie de produits. Donc, vous savez maintenant à qui vous allez vous adresser. La question suivante, c'est effectivement qu'est-ce que vous allez leur dire. Ce que vous allez leur dire va être fondamentalement en fonction de vos objectifs à vous. On en parlait ce matin. Il y a d'un côté l'objectif du visiteur et de l'autre votre objectif à vous en tant que marketeur. Qu'est-ce que vous avez besoin de vendre? Quels objectifs vous avez besoin d'atteindre sur votre site? Alors, on peut les regrouper en grandes catégories. Il va y avoir un objectif de génération de leads, de recrutement de nouveaux clients, de conversion de visiteurs qui ne sont pas encore devenus clients, de fidélisation de votre base client ou encore de réactivation de clients qui seraient progressivement en train de s'endormir. Alors j'ai quelques exemples pour illustrer tout ça. Chez Club Med, c'est en fait une personnalisation que vous avez peut-être vue si vous avez été sur Club Med jusque la semaine dernière, où ils ont cherché à comprendre quel était le besoin du visiteur lorsqu'il arrive sur le site. Club Med, beaucoup de clubs un petit peu partout dans le monde. On peut être en hiver en ayant envie de partir au soleil, ou inversement être en été en disant bah non, moi j'aimerais bien aller faire du ski là. Quand un visiteur arrive sur le site pour la première fois, la homepage
proposait deux univers. Est-ce que tu as envie d'aller à la montagne ou est-ce que tu as envie d'aller au ski? Une fois que le visiteur s'est positionné, c'est-à-dire a cliqué sur l'un des deux boutons, on connaît l'appétence qu'il a, ce qu'il est en train de chercher. Et donc, ils ont adapté la homepage du site pour que tout le contenu soit en rapport avec l'appétence du visiteur sur les 10 jours qui ont suivi sa première visite. Et ce qu'ils ont observé en faisant ça, c'est une augmentation de 12% de l'engagement de leurs visiteurs, c'est-à-dire non seulement du nombre de pages vues, mais également de l'entrée dans un tunnel de conversion et de réservation de voyage. Autre exemple de message qu'on peut faire passer à sa base d'utilisateurs, on est chez Mythic cette fois-ci, donc on sait tous ce qu'est Mythic, même si on n'est pas utilisateur. La plateforme, la valeur de la plateforme passe dans les interactions que vous allez avoir avec d'autres utilisateurs. Si jamais vous ne recevez plus les notifications de la plateforme, vous aurez moins le réflexe d'y retourner, d'interagir, et bon, il y a des chances que vous finissiez par annuler votre abonnement. Conscient de ça, les équipes de Mythic ont décidé de travailler exclusivement le segment de visiteurs ayant désactivé les notifications. Et lorsque ces visiteurs venaient sur le site, faire apparaître une petite pop-in que vous pouvez voir en bas à gauche, expliquant les bénéfices des notifications et les invitant à les réactiver en un seul clic. Et en faisant ça, c'est assez facilement au final, ils ont pu augmenter de 3% le nombre de visiteurs qui avaient désactivé la réactivation de notifications. La troisième question que vous allez vous poser, c'est où la personnalisation va-t-elle avoir lieu sur mon site? Vous avez trois options. Soit elle va avoir lieu dans la page, un petit peu comme ce qu'on a vu chez Club Med, c'est-à-dire que c'est très discret, le visiteur n'a pas nécessairement conscience qu'il est, victime, mais plutôt sujet à une expérience personnalisée. Nous, ce qu'on dit régulièrement à nos clients, c'est qu'une bonne personnalisation est une personnalisation qui ne se voit pas. La deuxième option, ça va être un affichage au-dessus de la page, via une pop-in, effectivement beaucoup plus invasif, mais au moins on est sûr que ce sera vu. Alors, il y a deux types de comportements, il y a l'internaute qui va voir la pop-in arriver, qui va la fermer de manière un peu compulsive, sans la laisser apparaître totalement, puis il y a ceux qui vont effectivement regarder ce qu'il y a dedans. Donc généralement, ce qu'on met dedans, c'est bandeau d'inscription, enfin en tout cas des informations, collecte de données pour une newsletter, un jeu concours, quelque chose qui va chercher un petit peu d'engagement. Et la dernière option que vous allez avoir, c'est par email. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de personnaliser un email en fonction d'un comportement on-site. L'exemple le plus classique reste l'email envoyé aux abandonnistes de panier. Je suis sûr que vous avez déjà tous fait ça. Vous allez sur un site marchand, vous ajoutez plein d'articles au panier, et puis finalement vous achetez pas, vous partez, et 2 heures plus tard, vous avez un mail vous disant « Au fait, tu n'as pas finalisé ton achat, est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir revenir sur le site ?» Retour chez Routard, qui avait pour objectif de fidéliser sa base de visiteurs, donc via la newsletter, c'est toujours un très bon moyen de le faire. Ce dont ils sont conscients, c'est qu'on ne peut pas proposer à un visiteur de recevoir la newsletter sans s'assurer qu'il y ait au moins un minimum d'intérêt pour le contenu qu'on a à proposer sur le site. C'est-à-dire que si vous arrivez pour la première fois sur un site et que dans les 2 secondes, on vous dit est-ce que tu as envie de recevoir notre newsletter? Et ils ont envie de dire non, non, attends, je vais regarder 2-3 articles, je vais voir si ça me plaît, et puis peut-être qu'effectivement, si c'est le cas, je m'inscrirai. Donc cette pop-in apparaît chez eux après 3 pages visitées sur le site, et grâce à ça, c'est pas 7%, j'ai fait une faute, c'est 76% d'augmentation d'inscription à la newsletter. Comment? Oui. Heureusement, il n'y a personne du retard dans la salle. Non. Ouais. Autre exemple d'une personnalisation dans la page, faite chez Promo Vacances, on appelle nous la persistance de l'offre. C'est-à-dire qu'un peu comme chez Club Med, lorsqu'on a identifié l'appétence d'un visiteur pour une destination, pourquoi ne pas lui proposer lors de sa seconde visite un accès direct à cette destination? Donc la segmentation ici est encore relativement simple. On regarde les comportements des visiteurs sur la base de leur première visite, sur quelle destination, pays, club, hôtel, il a passé le plus de temps. Et une fois que cette identification est faite, à sa visite suivante, tout ce que le gros visuel qui est sur la home page que vous voyez encerclé de rouge
est adapté pour faire remonter ce visuel. Et en faisant ça, ils ont observé une augmentation du 7% du nombre de leads générés. Et là, finalement, la dernière question, ça va être quand est-ce que la personnalisation va être affichée, et au-delà de ça, quelle est la pression marketing que vous allez exercer sur vos visiteurs. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à segmenter votre audience, vous pouvez effectivement être dans un cas où vous avez quelques segments prioritaires, des personas, et dans d'autres, comme la Fnac, qui a plusieurs millions de visiteurs mensuels, donc beaucoup de typologies de visiteurs différents, de besoins différents, vous allez rapidement vous retrouver dans un contexte dans lequel un visiteur peut appartenir à plusieurs segments. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je pourrais à la fois être un nouveau visiteur et un homme de moins de 30 ans qui vient sur une catégorie de produits sans avoir converti. Donc, si vous avez mis en place une personnalisation pour ces deux segments, les chances que j'arrive sur votre site et qu'il ressemble plus à un sapin de Noël qu'à un site internet sont quand même relativement élevées. Ça me fera forcément fuir, potentiellement partir à la concurrence. Donc, vous avez différents leviers pour monitorer votre pression marketing. Ça va être la durée de la personnalisation. Est-ce qu'elle ne s'affiche que pendant une période de solde? On est en période de solde en ce moment, par exemple. Sa fréquence, est-ce que c'est une fois par visite? Est-ce que c'est à chaque fois que le visiteur s'apprête à sortir du site? Son intensité, est-ce qu'elle est limitée aux 100 premières conversions, par exemple? Et ensuite, toutes les logiques de scénarisation et de priorisation. Est-ce qu'il y a un comportement que mon visiteur doit avoir sur mon site pour que la personnalisation soit visible? Ou est-ce que si on a deux qui sont ensemble en même temps sur votre site, laquelle des deux expériences personnalisées doit apparaître en première? On est chez Oureka, cette fois-ci, qui souhaitait fidéliser ses visiteurs grâce à un questionnaire. Un questionnaire, c'est toujours un bon moyen d'aller chercher de l'engagement, du feedback aussi sur l'expérience que les visiteurs ont sur votre site. Souvent, ça génère de bonnes idées d'optimisation. Le problème de ce type de questionnaire, c'est qu'évidemment, on ne peut pas le proposer à quelqu'un qui vient d'arriver sur le site parce que, tout comme la Fopin Newsletter, il n'a pas encore eu le temps de se faire une idée. Donc, ce que les équipes d'Oureka ont cherché à faire, c'est bien calibrer l'apparition de cette pop-in pour qu'elle se fasse au moment optimal. Et ce qu'ils ont identifié comme étant le moment optimal, c'est au bout de 120 secondes passées sur le site ou après 3 pages vues, sachant qu'on ne veut pas non plus trop embêter son visiteur. Donc si jamais il décide de fermer la pop-in sans répondre au questionnaire, on part du principe qu'il n'a pas envie de le faire, on ne va pas lui reproposer toutes les 2 minutes. Un dernier exemple mythique. Donc là, on parle beaucoup de chatbot en ce moment. Mythic a développé son propre chatbot qui est là pour accompagner le visiteur quand il se crée un compte. Ce qu'ils ont observé, c'est que la création de compte est quand même un process relativement compliqué. En plus, c'est mythique, on peut avoir des questions, comment ça va se passer, la protection de mon identité, est-ce que si je tombe sur mon boss ou sur ma mère sur ce site, comment ça va se passer? Donc ils ont développé une intelligence artificielle qui va pouvoir répondre à toutes ces questions directement auprès du visiteur. Mais quelqu'un qui sait remplir son formulaire et qui va jusqu'au bout n'a pas besoin de cette technologie-là. Donc ils ont ciblé exclusivement leurs visiteurs qui étaient sur le point de quitter le site pour du simple monitoring du mouvement de la souris. Si la souris sort de la fenêtre, c'est que le visiteur s'apprête à passer à une autre page ou à fermer le site. Donc là, hop là, mon chatbot apparaît et pose la première question pour engager la conversation. Et grâce à ça, ils ont eu une augmentation de 30% du nombre de créations de comptes pour ces personnes qui s'apprêtaient à partir. L'avantage de la personnalisation, ou en tout cas de créer des expériences optimisées pour ses visiteurs, on le disait tout à l'heure, on en parlait ce matin aussi, c'est de ramener de l'agilité dans votre travail, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réfléchir à des stratégies d'optimisation, les déployer, et tout de suite, dans le cas de la personnalisation, monitorer si oui ou non ça a un impact positif sur vos taux de conversion. On peut avoir de mauvaises idées aussi. On peut se dire « Ah, ça va être génial », le mettre en ligne, et en fait, non, ça convertit moins bien qu'avant, vite, il faut l'arrêter tout de suite. Et comme on est conscient en tout cas que les clients, en tout cas les équipes marketing aujourd'hui utilisent une suite d'outils, important aussi de pouvoir exploiter ces données dans la solution d'analytics que vous pourriez utiliser d'habitude.
une slide sur les facteurs clés du succès quand on fait de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Le premier, c'est évidemment les humains. La technologie apporte de l'agilité, mais elle va dire ce qui est mieux, mais pas ce qui est bien. C'est l'intelligence humaine qui va permettre de trouver les bonnes hypothèses d'optimisation, de sélectionner les bons segments d'utilisateurs, de visiteurs à travailler. La technologie elle va pouvoir identifier tout un panel de segments visiteurs, mais il y en a peut-être qui ne feront pas partie de vos priorités. L'important aussi, quand on commence à implémenter ce type de technologie et de process, c'est de tout de suite lever les barrières qu'il pourrait y avoir avec l'équipe IT, parce que nous, on l'observe régulièrement chez nos clients, le site internet reste encore un petit peu trop la propriété de l'équipe IT, qui n'aime pas que l'équipe marketing vienne mettre les doigts dedans, au risque de tout casser. Le deuxième facteur clé, ça va être les process. Il faut une autonomie réelle de l'équipe marketing et une coordination forte en interne autour des différentes compétences que demande l'optimisation de l'expérience utilisateur. On va avoir un petit peu tout ce dont on parle depuis ce matin. Ça va aller de l'analytics à l'UX, au contenu, au CRM et au produit, même dans le cas de Mythic par exemple. Et le dernier facteur clé du succès, ça va être surtout d'avoir une conviction, une vision, une envie d'aligner toute une organisation derrière le besoin d'optimiser constamment l'expérience de ses visiteurs, parce que les besoins évoluent régulièrement. Je me souviens, ça m'a marqué ce matin, tu parlais d'un de tes clients où le personnel n'avait pas tellement évolué en l'espace de 2-3 ans. On a des clients où c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le visiteur du dimanche n'est pas le même que le visiteur du lundi, ils n'ont pas les mêmes besoins. Il faut pouvoir communiquer en même temps à ces deux segments de visiteurs pour pouvoir continuellement tirer le maximum de conversion, de vente, de marge. Et voilà, j'ai été un petit peu vite, je pense, plus vite que prévu. Si vous avez des questions, on peut y répondre évidemment. Si vous êtes intéressé par un sujet, je fais un petit peu de pub pour notre blog, Conversion Matters. On écrit toutes les semaines beaucoup de contenu sur comment optimiser l'expérience utilisateur. Et si vous êtes des aficionados, on sort régulièrement des livres blancs, des e-books aussi, que je vous encourage à aller lire si le cœur vous en dit. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En attendant qu'il y en ait, moi j'ai une question sur la mise en place. Quelles sont les durées, quelles sont les contraintes, sans être trop loin, mais au final, est-ce qu'on peut rapidement mettre en place ta techno? Ah ouais, une solution comme Chameleon, c'est vraiment pas plus qu'une ligne JavaScript qu'on met dans le header du site. C'est tout. Une fois que c'est dans le header du site, parce que la slide que je montrais tout à l'heure, la techno va apparaître comme un calque au-dessus du site. Vous allez pouvoir y apporter toutes les modifications que vous voulez. Et c'est Chameleon qui va rediriger le trafic en fonction, évidemment contrôlé par vous, en fonction de votre besoin. Et si vous avez une variante gagnante dans le cadre d'un A/B test par exemple, vous souhaitez rediriger l'intégralité du trafic vers cette variante gagnante, vous pouvez le faire directement depuis Chameleon en attendant un passage en prod par les équipes IT. Si jamais ce passage en prod arrive, on a des clients qui n'ont presque plus de prod en fait, tout passe par Chameleon. Eve. Oui, moi j'ai une petite question justement sur le contenu. Je voulais savoir comment ça se gère, si c'est pas un peu compliqué de... En fait, il y a plusieurs contenus en fonction des différents profils, et comment est-ce qu'on peut arriver à... Est-ce que ça fait pas trop de contenu à gérer, voilà. Est-ce que c'est pas une usine à gaz d'un point de vue éditorial, et comment ça se gère au niveau de l'entreprise? C'est une très bonne question, ça va dépendre du client, mais il y a une conséquence immédiate à la personnalisation, c'est qu'effectivement quand on va commencer à travailler ces différents segments de visiteurs, au bout d'un moment il va falloir créer du contenu, il va falloir les alimenter, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas partir, bien réfléchir, bien prioriser sa roadmap pour pas se retrouver à vouloir trop en faire et que ça devienne effectivement une usine à gaz. En termes de contenu, une bonne façon de commencer, c'est de travailler des fiches produits. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser à grande échelle. On peut changer toutes les fiches produits de son site en 2 clics si on veut. On va adapter un contenu. Mais pour les médias avec lesquels on travaille, on ne les pousse pas en tout cas à devoir créer de longs articles pour entretenir leurs différents segments de visiteurs si ce n'est pas leur stratégie éditoriale et un axe de création de valeur pour eux en tout cas.
tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils soient structurés en interne pour pouvoir ensuite tenir la promesse qu'ils ont commencé à mettre en place. Bonjour, Philippe Lécher, expert SEO Digital Position. J'ai une question concernant les interstitiels. Comment vous les gérez à l'heure actuelle, suite justement aux sanctions de Google sur les interstitiels et surtout au passage à l'index Mobile First prochainement? Alors, sans rentrer trop loin, d'alternatives, hein. Ouais, sans rentrer trop loin dans le SEO, parce que c'est pas ma compétence, donc j'aurais pas envie de raconter n'importe quoi. Effectivement, on le sait aujourd'hui, la popping interstitielle sur mobile est fortement déconseillée. Donc on ne recommande pas à nos clients de le faire déjà. Et ensuite, sur un site desktop, la ligne du testing, des solutions de testing, c'est qu'elles ne pénalisent pas le site d'un point de vue aux yeux de Google. C'est-à-dire que si jamais vous mettez une pop-in sur votre site via un test AB, au final Google peut passer un peu à travers. Merci. Ça répond à la question. Si. Oui, non, c'est clair. Bon, après, il y a le passage au mobile first qui fera que même sur desktop, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit toujours attention aux pop-in, aller au maximum, faire de la personnalisation, changer les contenus au cœur de vos pages, parce que c'est ce qu'il y a de plus subtil et de plus efficace aussi. Bonjour, c'est vous qui collectez la donnée pour ensuite créer les segments. Vous avez parlé notamment du premier visiteur qui arrive sur le site, qui clique sur montagne, alors je le flag montagne. C'est Caméléon qui fait ça ou c'est un marquage analytique? Deux options sont possibles. Soit vous vous limitez à la collecte de données que Caméléon est capable de faire. Nous, on a en interne plus de 40 critères de segmentation. Ça va être du comportemental, du contextuel et du technique. En revanche, tout ce qui fait partie de votre écosystème de connaissances clients, qui va être dans un CRM ou une DMP, on ne peut pas l'inventer. Donc, ce qu'on fera dans ce type de cas-là, c'est aller chercher la donnée où elle se trouve. On a des intégrations natives avec tous les acteurs CRM ou DMP, solutions d'analytics aussi, pour pouvoir remonter cette information. Donc, selon les visites, le nombre de visiteurs, le temps de collecte est plus ou moins long et le test? Le temps de collecte est instantané, dans le sens où, à partir du moment où le tag est en ligne, dès qu'un visiteur arrive, on va pouvoir regarder qui il est, d'où il vient, quel type de contenu il a regardé, et quel était le contexte météo dans la région dans laquelle il se trouvait, et on va vous permettre, vous, en temps réel, d'agir sur cette connaissance si vous le souhaitez. J'avais juste une question concernant l'outil. Vous parlez d'une optimisation à moyen terme, on va dire au bout d'un moment où il y a une décision qui doit être prise, on choisit ou l'une ou l'autre des versions dans le cadre du A/B testing. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre de solution pour faire quelque chose de pérenne, c'est-à-dire qu'on a des profils types, des personas, et on décide d'orienter une stratégie de personnalisation du site en fonction des typologies de personnes qui viennent sur le site? C'est ce qu'on observe en tout cas chez nos clients, c'est que quand on commence, ça devient très difficile de s'arrêter. Donc on va avoir différents types de tests A/B ou de personnalisation qui vont correspondre à un besoin à un instant T, et des stratégies qui vont être beaucoup plus structurantes, une refonte de site complète par exemple, ou une mise en place pour un segment de visiteurs identifié, constant, à forte valeur ajoutée, des personnalisations, en tout cas adapter ses contenus, ses messages et ses offres pour ce segment de visiteurs de manière complètement pérenne. Mais de manière générale, ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'ils ont des roadmaps qui sont à minimum 12 mois, ils ont de la visibilité sur ce qu'ils veulent faire, et plus on en fait, plus on apprend, plus on découvre. C'est vraiment une approche test and learn. Qu'est-ce que j'ai appris du dernier test AB ou de la personnalisation que je viens de mettre en place? Qu'est-ce que ça m'indique pour ce que je pourrais faire dans le futur? Alors, on n'en est jamais arrivé jusque-là. Je pense que là, en revanche, on commence à toucher presque au business model du client. Je ne suis pas sûr que même le client se dise à un moment, bon, à moins que les résultats soient là et le prouvent, encore une fois, hein, c'est l'avantage de ces technos et de ces stratégies, c'est qu'on s'appuie sur de la vraie connaissance, pas de biais statistique. Si on en arrive à ce stade-là, appartient au client ensuite de décider, oui ou non, de complètement splitter son contenu, son site, ou même voir son business model. Merci à vous.